Cette affaire Kevin, Leslie, triste affaire. On en sait un peu plus. Depuis le 7 mars, le couple a été assassiné, frappé, et donc disposé à 2 endroits différents, 5 km de distance. Ça, c'est à peu près la version, pour l'instant, officielle. 3 personnes arrêtées. Et tout ça se passe dans les nuits du 26 novembre au 27, du vendredi au samedi. Officiellement, d'après Tom, le premier témoin à avoir accueilli Kevin et Leslie aux alentours de 18h, 18h30 pour qu'ils récupèrent les clés de son habitation. La suite de la soirée doit se passer à une dizaine de mètres chez un certain Nicolas, ami du père de Kevin. Il y a un convive qu'on appellera Fabrice. 2 personnes. Il semble que Tom les accompagne une première fois. Il semble aussi qu'il repassera une seconde fois avant de partir définitivement à sa soirée aux alentours de 22h30. Entre 21h15 et 21h30, la belle-mère de Kevin arrive chez Nicolas. Il semble qu'elle dépose 10 000 euros. 10 000 euros que son beau-fils Kevin devait récupérer pour l'achat d'une voiture. Rendez-vous d'ailleurs, peut-être, pour cet achat de voiture à 21h30 à la place de la mairie. C'est ce que dit la belle-mère. Elle parlera de cette action le 5 janvier lors de la battue qu'elle organise. C'est ce jour-là d'ailleurs que sa voiture sera cambriolée avec comme vol son sac à main et les clés de sa maison. Au retour de Kevin chez Nicolas, après son rendez-vous peut-être au parking de l'église, d'après la belle-mère, Kevin semble agité. Et il semble dans le même temps que Kevin a communiqué avec son père par téléphone, peut-être une application Snap. Son père est en détention. Il explique sur ce SMS qu'il a croisé des jeunes dans une voiture, des têtes de tueurs. Il est donc aux alentours de 21h45, 22h. La belle-mère de Kevin semble, elle, partir à 22h30. Mais dans cette première tranche horaire, 18h30, 21h30, il ne faudrait pas oublier Leslie, car elle-même, d'après les convives, s'absente. Et elle s'absente pour aller voir un ami à quelques kilomètres. Égondigné, 5 kilomètres. Elle vient voir Jérémy, un ami. Elle s'absente donc, comme Kevin, aux alentours de 21h30. Elle ne reviendra pas avant 23h30, d'après la version des témoins. Voilà, le décor est à peu près planté pour une douce soirée d'un petit apéritif autour de jeux vidéo et quelques va-et-vient chez Nicolas. En fait, pour une petite soirée, il manque déjà Leslie et Kevin. Dans le décor et dans cette chronologie, quelque chose ne va pas. Ce qui va suivre maintenant, des idées récupérées dans des articles de journaux. C'est public. Je choisis aussi dans la vidéo de ne pas montrer d'images plus que ça. Évitons le sensationnel.
Cela reste juste une réflexion sur ce fil divers, avec toute la distance que l'on doit garder. Étrangement, je commence ma réflexion avec une histoire de tatouage. Le tatouage de Leslie, le jeudi 25 novembre à Niort. Leslie se fait tatouer sur la joue droite, oreille, une fleur. Nous sommes le 25 novembre à Niort. J'ignore où ils habitent à cette époque, ni ce qu'ils ont fait de la soirée du 25. Faisons maintenant un bond au 26 novembre, 18h30, arrivée du couple chez Tom, le voisin de Nicolas. Il les reçoit pour remettre les clés à Kevin. Puis, d'après Tom, Nicolas et son convive, le couple Kevin-Leslie reste au moins jusqu'à 21h30. Dans la chronologie, Leslie, Kevin et sa belle-mère se croisent. Ça n'est qu'à 21h30 que Leslie et Kevin partent chacun de leur côté. Et nous arrivons à l'épisode de Jérémy. Donc, Leslie, dans une urgence, quitte la soirée pour se retrouver 2 heures avec Jérémy pour récupérer du matériel, parler de son chantier qui l'attend le lendemain, boire une bière. Il ajoutera qu'elle n'a pas parlé de Kevin. Elle semblait bien, pleine de joie. Une chose que l'on ignore peut-être. Mais Jérémy ne parle pas du tatouage de Leslie, à moins que l'on ignore cette information, mais il semble bien que personne ne parle de ce tatouage que Leslie a fait le 25 novembre à Niort. Personne ne parle. Nicolas, Fabrice, la belle-mère, Kevin, Jérémy, Tom. On pourrait penser que ce tatouage deviendrait l'attraction de la soirée. Mais pour l'instant, il n'en est rien, d'après les informations dans les journaux et dans les interviews des protagonistes. En tout cas, personne n'en parle. C'est la veille. C'est triste, mais Leslie n'a porté ce tatouage que quelques heures dans sa vie. On pourrait se poser la question si Leslie a partagé ça avec ses amis, ses copines, par photo, portable, le portable et les SMS de cette soirée. Voilà quelque chose d'intriguant. Vous savez, avec un SMS, on peut tout. On peut distordre le temps. Il suffit de récupérer le téléphone de la victime. Ça s'est déjà vu. Plusieurs affaires criminelles. Dans l'affaire Leslie et Kevin, tout passe par les SMS à partir de 18h30 le 26 novembre. Mais je n'ai pas plus d'informations l'après-midi ou même la veille. Pour l'arrivée de Leslie et Kevin, il faut faire confiance aux témoignages de Tom, de Nicolas, de Fabrice et un peu plus tard de la belle-mère. Mais où est Leslie? Chez Jérémy, après avoir quitté sa soirée, une soirée au chaud, pas banale. Et si on pensait dans un sens contraire? Admettons que le couple n'est pas arrivé en même temps et que Leslie rejoigne la soirée chez Nicolas en passant d'abord chez Jérémy à Égondigné, arrivé à 21h30
départ à 23h20 pour arriver à 23h30 chez Nicolas. Jérémy explique qu'il est arrivé sans son chien. Et Tom explique qu'il avait rendez-vous avec le couple pour leur remettre les clés. Et arrive déjà l'une des premières contradictions de Tom, puisqu'il explique aussi que Kevin avait toujours les clés sur lui. Je me demande bien pourquoi Leslie et Kevin sont partis aux alentours de 21h30. Ils ne sont donc pas au même endroit, d'après le témoignage de Jérémy qui reçoit Leslie chez lui, et d'après la belle-mère chez Nicolas qui explique que Kevin s'est absenté pour un rendez-vous au parking de l'église. Il en reviendra bouleversé, d'après elle, après avoir croisé une voiture et des individus dangereux. Il en parlera même à son père donc, sur Snap. Ça aussi, c'est sur un SMS. Cette soirée se passe par SMS et sans Leslie pendant minimum 2h, 2h30. Kevin qui s'absente et une belle-mère qui arrive comme une providence ou le début des problèmes. L'argent. De quoi ont-ils parlé dans cette soirée? Il n'y a que Jérémy qui parle d'un chantier que Leslie doit faire dès le lendemain. Va-t-elle se coucher tard pour un chantier? D'après Jérémy, elle ne parle pas de Kevin. Je me demande si, effectivement, elle ne va pas à la soirée après être passée chez Jérémy. Personne ne parle de ce tatouage. Où se trouve Leslie le vendredi après-midi avec son téléphone? Où est-elle? À Niort? Ou est-elle bien déjà avec Kevin? Dans son partenaire? Oui, vraiment, pourquoi partirait-elle de cette soirée pour aller voir Jérémy sans Kevin? Mais d'autres choses arrivent encore, toujours à propos de ces SMS étranges, lunaires. Qui écrit à qui? Personne ne parle de ce tatouage. Et cette idée m'obsède maintenant. Il faudrait donc revenir sur ces SMS de cette soirée du 26 novembre. Tout porte à croire que le couple est chez Nicolas à partir de 18h, 19h et qu'ils n'ont quitté la soirée qu'à 3h du matin. Entre-temps, Kevin et Leslie se sont absentés pour différentes raisons. Mais j'ai plutôt un doute sur le fait que le couple est bien là-bas. Déjà, tout ça repose sur le témoignage de Tom et les communications en SMS entre son téléphone, le téléphone de Leslie. On ignore pour le téléphone de Kevin. La seule chose que l'on apprend, c'est que Kevin a peut-être discuté avec son père par Snap pour se plaindre de cette voiture. Mais revenons sur ces SMS échangés entre le téléphone de Tom et le téléphone de Leslie. Vers 2h30 du matin, Tom envoie un SMS à Leslie pour savoir s'ils sont toujours à la soirée de Nicolas ou s'ils comptent rentrer chez Tom. À 2h36, la jeune femme lui répond « Oui, petite tête, toujours pas ». Tom, d'après ses dires,
aurait hésité à les rejoindre pour passer un peu de temps avec eux à son domicile. Il demande alors à 2h38 à Leslie si le couple compte rentrer. Sinon, il va prendre un buvard de LSD, une drogue qui l'empêcherait, s'il en prenait, de rentrer en voiture. Il envoie alors « Je prends un carton LSD si vous pensez rester longtemps. Sinon, je reste cool. » Le cool signifiant qu'il ne se droguera pas pour pouvoir les rejoindre. La jeune femme lui rétorque dans un message reçu à 2h44 « De toute façon, c'est ouvert chez toi, non ? Fais comme bon te semble pour le carton, mais fais attention. » Tom décide finalement de se laisser tenter par du LSD et restera donc sur place à sa soirée hypothétique pour éviter de conduire. Puis arrivent les 2 dernières communications de Tom et Leslie, du moins leur téléphone. 2h53. Leslie lui envoie un autre SMS pour lui signaler qu'elle ne se sent pas bien. « Je viens de vomir mes tripes pleins de sang. Dès que je rentre, je me pose. Je suis pas très bien là. Dès que je rentre, je me pose. » Tom lui répond « Préviens-moi juste. » Et à cela, elle répondra « Oui, je suis toujours chez Nicolas. Il est 2h53. Rue du Four. Dès que je rentre, je me pose. » Donc, elle n'est toujours pas rentrée. Elle vomit du sang. Où est Kevin ? Quelle drôle d'impression quand on connaît la fin. Tué avec un objet contondant. À 2h53, elle vomit du sang. D'après ce SMS, où est Kevin ? On peut aussi noter que Thomas ne se fait pas vraiment de soucis, alors que son ami vomit du sang. Il veut juste savoir si elle est rentrée. Il y a comme une impression que l'on veut faire croire que le couple est là, qu'ils sont bien rue du Four depuis 18h30, 19h. Kevin a simplement fait une petite sortie pour en revenir bouleversé. Leslie a passé une partie de la soirée chez Jérémy. Et il semble que ce soit Tom qui soit en contact avec Leslie tout au long de la soirée. On peut donc réellement se poser la question, où se trouve Kevin ? Certes, il y a des témoins, Nicolas, Fabrice et la belle-mère de Kevin. La présence de Kevin ne repose que sur ses convives, car Tom est déjà inculpé de séquestration d'ailleurs. À quoi cela fait penser ? Quelle est la définition exacte ? C'est une personne qui ne peut pas agir en liberté, contrainte dans un endroit fermé, sous la menace. Avant la séquestration, il faut un enlèvement de force ou par ruse. Il y a comme une impression que l'on veut faire croire que le couple est là. Personne ne parle de ce tatouage. Et cette idée m'obsède maintenant. D'après le Parisien, dans l'enquête sur le double meurtre de Leslie et Kevin, des éléments accréditent le scénario d'un guet-apens mortel. Pour le Parisien, une chose est sûre, dans cette affaire, la jeune femme de 22 ans y apparaît comme une victime collatérale d'un trafic peut-être, ou d'une dette entre Kevin et Tom. Tom était peut-être la nourrice de Kevin, ou la maison de Tom servait de planque. Arrive le deuxième acte
les découvertes des corps de Kevin et de Leslie. Une quarantaine de kilomètres de Prague, là où logent Tom et Nicolas. On découvre donc les corps non loin du chemin d'Eroqueti à Puravo, à une centaine de mètres de la maison des parents de Nathan, le prochain inculpé dans cette affaire. Nathan est inculpé d'assassinat. 40 km de chez Tom. Dernier SMS de Leslie, 2h53. Je reste chez Nicolas. Si l'enlèvement s'est passé à Prague, il faut que Leslie et Kevin sortent de chez Nicolas aux alentours de 3h du matin. Et l'enlèvement se passerait donc dans la rue du Four ou chez Tom. On comprend que le couple est mort sous des coups d'un objet contondant. Batte de baseball, barre de fer, manche de pioche. Cela ne peut pas se passer chez Tom. Et l'enlèvement, s'il a lieu, n'est pas avant 3h du matin. Une quarantaine de kilomètres pour arriver à Puravo et pour enterrer Kevin dans un champ et Leslie dans une forêt à 5 kilomètres. Le temps est court pour faire ça entre 3h et 6h du matin. Cela reste possible, mais il y a une action. Les deux corps ne sont pas placés au même endroit. Il y a une distorsion de temps qui peut se passer en amont selon la capture et la séquestration du couple. Séparé, il faut aussi penser au chien. Avec son collier anti-aboiement, Jérémy nous dit que Leslie, qui est arrivée à 21h30 chez lui, n'est pas accompagnée de son chien. Il y a comme une impression que l'on veut faire croire que le couple est là. Personne ne parle de ce tatouage. Dans cette affaire apparaît un troisième personnage, Enzo, lui aussi inculpé d'assassinat. Tom, Nathan, Enzo, Kevin, Leslie, Jérémy, Nicolas, Fabrice et la belle-mère de Kevin. Voilà les personnages de cette soirée et une distorsion de temps. Cette affaire se déroule par les SMS. On pourrait se poser la question si le couple a été enlevé à Prague, où se trouve leur ravisseur, leur véhicule, d'ailleurs le véhicule de Leslie, qu'on retrouve rue du Four, devant chez Nicolas. A-t-il servi à quelque chose cette nuit-là? Tom est visible. Nathan et Enzo ne sont pas visibles dans cette soirée. Pourtant, ils sont inculpés d'assassinat. Ils ne doivent pas être loin ou de Prague, ou de Kevin et Leslie. Pas forcément chez Tom. Justement, cette distorsion de temps. En un mot, les téléphones de Leslie ou Kevin peuvent être à Prague, mais ce n'est pas forcément eux qui l'utilisent. On peut tout faire avec des SMS. Et l'enlèvement ou la séquestration pourrait se passer avant, pour l'un ou pour l'autre. Il y a comme une impression que l'on veut faire croire que le couple est là. Et pour finir cette réflexion, j'ajoute que le téléphone de Leslie a fini de borner le 27 novembre à midi à Niort, dimanche midi. Quant au téléphone de Kevin, il sort des radars dans la ville de Foura le 29 novembre, au bord de la mer, et cela prouve que les victimes ont été dépouillées de leur téléphone. Je me pose vraiment la question, est-ce que Leslie a partagé son nouveau tatouage à
ses amis, ses copines, s'est-elle pris en photo. La seule photo de ce tatouage vient du tatoueur. Et la dernière fois qu'on aperçoit le couple, c'est dans un restaurant le 25 novembre, en soirée. Il y a moins d'informations pour le vendredi 26. J'ignore où loge le couple la veille de leur disparition. Je terminerai par une anecdote étrange. Cela a à voir avec une cabane, le père de Kevin et Leslie. Le père de Kevin est incarcéré à cette époque. Néanmoins, il a une caméra postée sur une cabane près d'un étang où il pêchait avec son fils. Il reprochera à son fils d'avoir amené Leslie. Il surveille cette cabane comme un trésor. Drôle d'anecdote. Et d'après les versions officielles, le couple Leslie et Kevin se fréquentaient depuis peu de temps, intimement du moins. Une dernière question. Où pouvait se trouver ce chantier que Leslie devait mettre en œuvre dès le samedi, d'après Jérémy? Malgré que je ne connais pas ces gens, une pensée pour la famille bien sûr, leurs proches, les proches de Leslie, de Kevin, sûrement quelques autres. Courage. Je vais ajouter une dernière chose intrigante que j'ai découvert à l'instant. Une photo sur un Facebook. Ce sera la seule photo que j'utiliserai où je partage Leslie et deux amis. Photo qui date, il semble, de novembre 2022. Mais le plus important sur cette photo, c'est plutôt l'endroit où il se trouve. En regardant attentivement cette photo, je me pose la question si cet endroit n'est pas la forêt où repose Leslie. Voyons voir. Nous voici à Puyraveau, là où repose le corps de Kevin. À 5 km, on retrouve ce bois où on retrouve le corps de Leslie. Il y a cette clairière. J'avais déjà remarqué cette petite maison. Si je me mets dans cette position et que je descends sur la route, je me retrouve ici. Voyons voir cette photo. Si je m'intéresse à l'arrière-plan de cette photo, je remarque ces arbres. Puis, ce petit bout qui pourrait peut-être faire penser à ce décrochement. Cet arbre qui pourrait faire penser à cet arbre. Suivi de cet arbre qui pourrait être celui-là. Cette photo pourrait être prise dans ce champ 1 an auparavant.
Si je prends du recul, je me retrouve sur cette petite avancée de forêt, un terrain isolé, fermé. Très facile à ouvrir, néanmoins. Tranquille, loin de la route, caché des arbres, et non loin de l'endroit où on retrouve le corps de Leslie. Il se peut bien que cet endroit était connu de tout le groupe. Décidément, cette affaire est vraiment glaçante.